La conférence de ce soir s'intitule « Les gènes de la Genèse » et quelqu'un m'a fait remarquer qu'il y avait une certaine similitude entre les mots gènes et Genèse. Ils se lisent presque de la même façon. C'est une observation intéressante. Il fait ici une comparaison de mots qui ne se traduit pas. Nous allons parler ce soir de la philosophie qui sous-tend la sélection naturelle et de la science de l'évolution en général. Le fondateur de cette théorie moderne est Charles Darwin, qui a accepté un poste de naturaliste sur le navire HMS Beagle. Il a également étudié la diversité des organismes pendant que ce navire voyageait autour du monde, l'un des principaux objectifs étant de dessiner des cartes de l'Amérique du Sud. Bien sûr, ce n'est pas lui qui a inventé les concepts originaux. Ils existent depuis longtemps, même depuis l'époque des Grecs. Le grand-père de Charles Darwin était déjà un partisan des idées naturalistes. Theological training, and Charles Darwin believed at the time that he was active on this ship. He believed at that stage that God. Charles avait également une formation théologique et croyait à l'époque que Dieu avait créé des espèces immuables et inaltérables. L'état d'esprit de l'époque était tel que l'on croyait que tout ce qui existe sur la planète avait été créé individuellement par Dieu. Et bien sûr, la science naturaliste exclut cette possibilité. Lorsque Charles Darwin voyageait sur le Beagle, il a eu l'idée de la sélection naturelle, dont nous parlerons plus en détail dans un instant. En gros, voici le concept. Si vous avez 3 girafes, par exemple, celles qui ont le cou le plus long ont un avantage sélectif lorsqu'il s'agit de se nourrir sur les hautes branches. Elles seront donc sélectionnées, auront plus de descendants et finiront par remplacer les girafes au cou plus court. C'est en gros ce qu'enseigne la sélection naturelle. Il existe un concept opposé, connu sous le nom de lamarckisme. Lamarck enseignait que les animaux essayaient d'atteindre les branches les plus hautes et que leur cou finissait par s'allonger. Voilà donc les deux concepts opposés qui existaient à l'époque où Darwin a formulé sa théorie. Bien entendu, le darwinisme est reconnu comme la théorie scientifiquement logique, alors que le lamarckisme est aujourd'hui discrédité. Je présente toujours la question à mes étudiants de la manière suivante. Les oiseaux volent-ils parce qu'ils ont des ailes ou ont-ils des ailes parce qu'ils volent? Quelle est la bonne réponse? Laquelle vous semble correcte? Eh bien, il est évident qu'ils volent parce qu'ils ont des ailes. C'est pour cela qu'ils volent. Il faut donc d'abord avoir des ailes pour pouvoir voler. Et si vous avez des ailes différentes, l'une peut voler mieux que l'autre et la sélection naturelle peut alors commencer à opérer. Ce n'est pas que les oiseaux ont voulu voler et qu'ils ont ainsi développé des ailes. Parce qu'alors, nous aurions tous des ailes, n'est-ce pas? Parce que l'homme a toujours voulu voler. La science nous dit que l'objet doit être déjà présent pour que la sélection puisse avoir lieu, ce qui est assez logique. Le darwinisme est donc supérieur au lamarckisme. Il est intéressant de constater que la science reconnaît volontiers cette supériorité, mais qu'elle se rabat souvent sur le lamarckisme lorsqu'il s'agit de passer à l'action. C'est très intéressant. Vous vous souvenez qu'hier, j'ai donné une conférence sur l'évolution de l'homme. L'une des théories avancées pour expliquer pourquoi l'homme a commencé à marcher debout est qu'il a vécu à une époque où les prairies ont pris le dessus, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient donc pas voir au-dessus de l'herbe. Qu'ont-ils fait? Ils se sont levés sur leurs pattes arrière pour regarder par-dessus l'herbe.
C'est ainsi que sont nées les barrières verticales. Est-ce du darwinisme ou du lamarckisme? C'est du lamarckisme. N'est-ce pas intéressant? La science rejette donc le lamarckisme, mais l'utilise lorsqu'elle le trouve utile. C'est un fait. Vous devriez conjecturer différemment sur cette question. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Lorsque Charles Darwin voyageait sur ce navire, le Beagle, et qu'il a développé toutes ses idées et les a rapportées à la société, il était en fait un homme assez timide. Mais heureusement pour lui, il avait un autre homme, que vous pouvez voir ici avec une expression beaucoup plus sévère sur le visage, Huxley, qui était alors connu comme le bulldog de Darwin. Il a relevé le défi et s'est fait le champion du darwinisme auprès du monde scientifique. On lui attribue la conquête de la science lors d'un débat avec l'évêque Wilberforce. Il ne l'a pas emporté grâce à sa science, mais grâce au ridicule et au mépris de l'évêque à l'égard de la science. C'est donc l'attitude qui a déterminé le vainqueur, et pas nécessairement le message. Ce qui est assez triste. Et c'est un bon avertissement pour nous de faire attention à la façon dont nous abordons les choses. Charles Darwin a été très intéressé par ce groupe d'îles connues sous le nom d'îles Galapagos lorsqu'ils ont contourné la côte de l'Amérique du Sud. Sur ces îles, il a trouvé des créatures très intéressantes, dont certaines ont été étudiées hier soir. Comme ces tortues géantes, ces magnifiques iguanes marins des Galapagos et toutes ces créatures intéressantes. Mais parmi elles, il y avait aussi ces pinsons, qui étaient uniques. Certains d'entre eux avaient de grands becs, d'autres de petits becs, d'autres encore des becs beaucoup plus grands. Et ces becs étaient adaptés à certaines circonstances. Par exemple, les plus gros becs pouvaient écraser des graines dures et les ouvrir pour atteindre l'intérieur, tandis que les plus petits becs devaient se nourrir d'autre chose. Certains d'entre eux ont même développé la méthode, consistant à utiliser des outils pour attraper des larves et d'autres choses à l'intérieur de l'écorce des plantes. Chacun d'entre eux était donc légèrement différent. C'était quelque chose de très étrange. Sur le continent, on attribue cette variété aux oiseaux chanteurs. Mais ici, ce sont les pinsons qui ont démontré cette vaste variété. Si vous imaginez l'époque à laquelle Darwin a travaillé, la génétique était inconnue. Gregor Mendel avait fait son travail, mais il reposait quelque part sur un tas de poussière dans un monastère. Personne ne savait rien de la génétique, et l'on ignorait donc comment les caractéristiques héréditaires étaient transmises. Et puis il y avait cette idée que Dieu avait créé des espèces immuables, inaltérables. Un scientifique du nom de Linné a pris toutes les créatures qu'il connaissait et les a classées selon ce que l'on a appelé la nomenclature binomiale. Chaque chose a deux noms. Par exemple, nous sommes Homo sapiens. Nous avons deux noms. Chaque créature avait son nom et était considérée comme une création unique. C'est ainsi que le nombre d'espèces a énormément augmenté, jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui des millions d'espèces. Lorsque Charles Darwin a observé ces créatures, il a réfléchi et s'est dit « N'est-il pas possible que nous ayons commencé avec une famille de pinsons il y a quelque temps sur cette île et que toutes ces espèces aient évolué à partir de cette paire de parents? N'est-ce pas une hypothèse logique? Oui, elle l'est. Et il est très probable qu'il s'agisse d'une variante qui s'est développée sur ces îles. Mais qu'a dit Charles Darwin à ce moment-là? Que Dieu n'a pas créé d'espèces immuables et inaltérables. En fait, la création n'existe pas.
Dieu a été écarté de l'équation. Était-il nécessaire d'exclure Dieu? C'est la question à laquelle nous devrons répondre ce soir. Le fait est qu'il semble bien que ce qui était là n'était pas immuable. La science a beaucoup progressé depuis lors, et nous disposons d'une théorie complète sur la manière dont tout est apparu. Reprenons depuis le début et voyons ce que la science enseigne aujourd'hui. Comment la vie a-t-elle commencé? La science nous apprend qu'à l'origine, la Terre était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait une activité volcanique. L'atmosphère était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, l'atmosphère était composée de gaz comme le méthane, l'ammoniac, l'hydrogène, l'eau. Ces composants. Puis, un scientifique du nom de Stanley Miller est arrivé et a simulé cette atmosphère. Il y a fait passer des étincelles, puis a piégé ce qui s'est formé au fond et l'a analysé en laboratoire. Et voilà, il y avait des matériaux organiques. Il a donc émis l'hypothèse qu'à l'origine de la planète, il pouvait y avoir une soupe organique contenant de nombreuses molécules organiques qui se sont formées fortuitement sur de longues périodes de temps en molécules nécessaires à la vie. Puis, par le biais de certains processus, elles se sont finalement assemblées pour former les premiers organismes vivants. C'est très bien, mais cela pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, il faudrait que l'atmosphère exclue l'oxygène. C'est très important. L'atmosphère réductrice de la Terre primitive est donc censée contenir de l'hydrogène, de l'ammoniac, du dioxyde de carbone, du méthane, de l'azote et de l'eau. D'où viennent ces éléments? Eh bien, ils provenaient des gaz volcaniques. Bien que les gaz volcaniques soient également associés au monoxyde de carbone et au dioxyde de soufre, cela ne correspond donc pas tout à fait à la réalité, mais il n'empêche. Cependant, si elle avait été comme l'atmosphère actuelle, qui contient de l'oxygène, l'évolution des molécules aurait été impossible, car l'oxygène brûle tout. L'oxygène détruirait tout au fur et à mesure de l'évolution par le processus d'oxydation. Tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il aurait fallu une atmosphère réductrice. Qu'a fait Haldane? Il a fait passer des étincelles dans une telle atmosphère, puis a piégé ce qui s'est formé et l'a analysé. Si vous l'aviez laissé dans l'atmosphère pour un autre cycle, tout ce qui se serait formé aurait été détruit par le processus suivant. Il nous fallait donc un piège. Y aurait-il eu un piège quelque part sur la planète auparavant? Probablement pas. Mais il y a un autre problème. Les différentes molécules de vie qui ont dû se former ont eu besoin de circonstances très différentes. Par exemple, si vous regardez les acides aminés, vous avez différents acides aminés, et chacun d'entre eux, à ce groupe aminé, se trouve ici. Et ce groupe NH2 doit, bien sûr, être dérivé de l'atmosphère, et provient de l'ammoniac. Or, s'il y a de l'ammoniac dans l'atmosphère, les sucres ne se forment pas. Il y a donc un gros problème. De plus, il faut un environnement très acide pour qu'ils se forment. Il faudrait donc que seuls les bons sucres se forment, ce qui n'arriverait pas. En effet, lorsque vous faites passer ces étincelles, vous obtenez des étincelles gauches et des étincelles droites. Et vous obtenez toutes sortes d'acides aminés, dont le groupe amino est attaché à l'un ou l'autre de ces carbones le long de la chaîne. Et pas nécessairement au premier carbone, à côté de ce groupe, ici, qui est le groupe carboxyle. Ainsi, si vous avez un seul acide aminé erroné quelque part dans une chaîne, tout est non fonctionnel. Voilà un problème majeur. Il fallait des circonstances favorables et des mécanismes de sélection que des acides aminés utiles à la vie. Si l'un d'entre eux n'était pas le bon, vous auriez un problème. De plus, même si vous obtenez les acides aminés, comment les faire se rencontrer et s'unir? Vous avez besoin d'enzymes pour cela. Cela signifie que vous avez besoin d'une protéine pour fabriquer une protéine. Alors, qui était le premier? La protéine, ou la protéine qui fabrique la protéine? Là.
Vous voyez, c'est un peu un problème. Le problème suivant est, si vous voulez obtenir les éléments constitutifs de notre ADN, ce qui forme nos gènes, il vous faut des circonstances totalement différentes. Pour qu'ils se forment, il faut extraire tout l'azote de l'atmosphère, le transformer en une solution de cyanure, multiplier le résultat par 10, le dissoudre dans l'océan et obtenir ces molécules. Mais vous n'obtiendriez alors rien d'autre. Si vous voulez fabriquer ces sucres, comme nous l'avons déjà dit, dont vous avez besoin dans la molécule d'ADN par exemple, comme le ribose, alors vous n'avez pas le droit d'avoir de l'ammoniac. Si vous n'avez pas d'ammoniac, vous n'avez pas d'acide aminé. Il faudrait de nombreuses planètes pour créer ces choses. Aujourd'hui, la science merveilleuse dit que ce n'est pas possible ici, et que cela s'est peut-être produit dans l'espace. Il existe une théorie appelée panspermie. Cette molécule d'ADN est une autre histoire étonnante de la vie. Même si vous obtenez tous les éléments constitutifs pour la former, comment faire pour qu'elle forme une chaîne contenant toutes les informations nécessaires à la vie? Comment y parviendriez-vous? Cela n'a jamais été démontré en laboratoire. Il faut un système enzymatique très complexe pour former ces liaisons à haute énergie qui sont enfermées dans cette molécule. Les chances de formation de ces molécules sont si faibles que l'on pourrait dire qu'elles sont inexistantes. Voyons quelle serait la probabilité, par exemple, qu'une bombe explose sous une pile de bois et que ce bois tombe du ciel et forme cette petite maison parfaitement fonctionnelle. Quelle serait la probabilité? Eh bien, la probabilité est très très faible. Donnons-lui une très bonne probabilité. En fait, c'est même bien pire que cela, mais disons que la probabilité est de 1 sur 10 puissance 80. Qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre très petit. 10 puissance 80, c'est ce que la physique prétend être le nombre de particules dans l'univers entier. Les particules. Il ne s'agit pas seulement d'atomes, mais aussi de sous-particules. Électrons, hadrons, quarks, neutrons, protons. Dans tout l'univers, combien d'atomes y a-t-il dans une tête d'épingle? Des milliards et des milliards et des milliards, n'est-ce pas? Imaginez donc combien d'atomes il y a dans tout l'univers. Cela semble ahurissant, mais ce n'est que 10 puissance 80. Ce n'est pas un très gros chiffre, mais c'est vraiment un chiffre époustouflant. 10 avec 80 zéros derrière. Voilà donc la probabilité. Quelle est la probabilité qu'un simple gène apparaisse par hasard? Il faut 3 nucléotides pour coder un acide aminé dans une protéine. Prenons une protéine simple qui ne contient que 100 acides aminés. Votre hémoglobine, par exemple, compte 600 acides aminés. Prenons donc une protéine simple de 100 acides aminés. Vous avez besoin de 300 nucléotides dans la bonne séquence. Quelle est la probabilité que cela se produise par hasard? La probabilité est de 10 à la puissance 127. C'est malheureusement... Boum! La ville de New York a été détruite par une explosion nucléaire. Vous y croyez? Il faut avoir une telle foi. Si nous examinons cette molécule d'ADN, nous constatons qu'il s'agit d'une construction magistrale. Elle est constituée de ces doubles hélices formant l'ossature de molécules de phosphore. Les bases qui se trouvent entre les deux et dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, ces bases vous donnent l'information pour tout ce qui se passe dans la cellule. Ces gènes sont appelés le génotype. Et lorsque ces gènes sont exprimés, nous parlons de phénotype. Laissez-moi vous expliquer ces termes. Il est très important que nous comprenions comment la science représente les événements évolutifs autour du système génétique.
Le génotype est constitué de tous les gènes présents dans un zygote, c'est-à-dire un œuf fécondé. Tous les gènes que j'ai sont donc mon génotype. Mais tous les gènes que je possède ne sont pas exprimés. Ce qui est exprimé est donc mon phénotype. Si vous voulez voir votre phénotype, mettez-vous devant un miroir et vous le verrez. C'est votre phénotype. Il existe une loi de l'évolution qui stipule ce qui suit. La sélection naturelle ne peut opérer qu'au niveau du phénotype, jamais au niveau du génotype. Vous avez compris? Répétons-le. La sélection naturelle ne peut opérer qu'au niveau du phénotype, jamais au niveau du génotype. Pourquoi? Permettez-moi d'illustrer mon propos par un exemple. Deux personnes se promènent dans un parc à gibier. Supposons qu'il y ait des animaux sauvages dans le parc. L'un est long et maigre, l'autre est petit et dodu. Et voilà qu'un prédateur surgit de derrière le buisson et les attaque. Un lion, un ours, tout ce que vous voulez. Et ils s'envolent tous les deux comme des éclairs graissés. Lequel d'entre eux finira probablement par devenir un repas? Le petit gros, n'est-ce pas? D'accord, le petit gros était le quoi? Le phénotype. C'est exact. Le phénotype court et gras n'a aucun espoir face au phénotype maigre et moyen. Donc, par sélection naturelle, le petit gras disparaît, le grand maigre reste. Est-ce exact? C'est ainsi que cela fonctionne. L'animal ne se préoccupe pas de toutes les autres informations contenues dans vos gènes. Il ne s'intéresse qu'à votre apparence et à votre vitesse de course. Est-ce exact? C'est cela. La sélection naturelle ne fonctionne donc pas au niveau du génotype. Alors qu'est-ce qui fonctionne? Comment les gènes sont-ils modifiés au fil du temps? Pas par la sélection naturelle, mais par les mutations. C'est exact. Et comment les mutations se produisent-elles? Elles sont aléatoires. Elles se produisent par hasard, et une fois qu'elles sont exprimées dans le phénotype, elles peuvent être sélectionnées. Est-ce que cela a un sens? Rappelez-vous que Charles Darwin ne savait rien de tout cela. Permettez-moi de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Je sais que je m'adresse à certains qui ont une formation en biologie et à d'autres qui n'en ont aucune. J'essaie donc de m'adresser à vous tous. Si je tire au-dessus de vos têtes ce soir, il y aura beaucoup de choses que vous pourrez ramener chez vous à la fin de la journée. Si je tire trop bas à votre goût, veuillez le tolérer parce qu'il y a des gens ici qui, autrement, ne ramèneraient rien à la maison. Est-ce juste? C'est bien. Résumons. Voici votre génotype. C'est l'information contenue dans vos gènes, dans votre ADN. Le phénotype est à quoi vous ressemblez. C'est ce que nous avons dit. La sélection naturelle opère au niveau du phénotype. Elle n'intervient pas à ce niveau. C'est à ce niveau que le hasard intervient par le biais des mutations. Très bien. Mettons cela dans un autre modèle. Nous avons ici un livre d'instructions sur la construction d'un avion. Ok, voici un livre contenant des instructions détaillées sur la construction d'un avion. Dans notre analogie, le livre d'instructions est quoi? Le génotype. L'ADN est un livre d'instructions sur la façon de construire un être humain. N'est-ce pas exact? C'est exact. Et le phénotype est l'avion lui-même. Question. Le phénotype est l'avion lui-même. Qui a écrit le livre? Qui était-ce? Il est évident qu'un concepteur intelligent a écrit le livre dans ce cas, n'est-ce pas?
C'est exact. Mais dans notre analogie, qui a écrit le livre, le hasard. Ou comme vous le dites, chance, je peux le dire. Chance a écrit le livre. Très bien. Chance a écrit le livre. C'est incroyable. Avec toutes les informations sur la façon de construire l'avion. C'est fascinant. C'est vraiment monstrueux. C'est formidable. Jouons à ce jeu. J'ai un livre. Le voilà. Supposons, pour les besoins de l'argumentation, que ce livre soit né par hasard. Mutation. Et toutes les informations pour ce que nous allons construire se trouvent ici. Dans le cas présent, toutes les informations relatives à mon avion sont apparues par hasard et se trouvent dans ce livre. C'est formidable. Je vais maintenant prendre ce livre et le poser sur le sol. Il est là, il est dans mon étagère, il est là. Et maintenant, je vais attendre que l'avion apparaisse. Après tout, j'ai toutes les informations. C'est le fruit du hasard. Il ne reste plus qu'à faire apparaître l'avion. Combien de temps allons-nous attendre? Combien de temps vais-je attendre? Eh bien, voyons. Pour toujours. Je vais attendre pour toujours et pour toujours. Est-ce suffisant pour que l'information naisse d'elle-même, oui ou non? Non. Si je n'ai pas de mécanisme qui traduit cette information en avion, mon avion n'apparaîtra jamais. Est-ce correct ou non? Ok, donc mon livre en lui-même, même s'il venait à exister par hasard, est totalement quoi? Inutile. Je vous remercie. D'accord. Maintenant que nous avons résolu ce problème, réfléchissons au suivant. D'accord, mon livre est vraiment inutile sans une méthode de transcription des informations dans l'avion. De quoi ai-je besoin pour matérialiser l'information dans un avion? À vous de me le dire. J'ai besoin d'une usine, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de quelqu'un qui interprète intelligemment ce qui se trouve dans ce livre pour que je puisse construire l'avion. J'ai besoin d'une chaîne de montage et d'ouvriers. Ou si je n'ai pas d'ouvriers, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'outils et de machines, de robots si vous voulez, qui feront le travail à ma place. Est-ce exact? Question. Où et comment les mécanismes de conception ont-ils été traduits? Comment l'usine a-t-elle vu le jour? Et comment sont nés les robots qui construiront ma machine pour que je puisse la tester en vol? Selon mon analogie, la sélection naturelle ne commencera à opérer que lorsque ce qui s'est passé se sera produit. L'avion est là. Comment le mécanisme de conversion de l'information en avion est-il apparu? À vous de me le dire. Vous avez deux possibilités. Deux seulement. Parce que la sélection naturelle ne fonctionnera que lorsque l'avion sera déjà là. Je ne peux alors que constater s'il vole ou non, n'est-ce pas? Comment le mécanisme est-il apparu? Donnez-moi les choix. Le premier est le hasard. Le second est la conception. Conception. C'est votre seule possibilité. Soit il s'agit d'un hasard, soit il s'agit d'une conception créative. Ce sont les deux seules possibilités qui s'offrent à nous. D'accord. Laquelle la science choisit-elle? Le hasard. La science choisit le hasard. C'est bien.
La lecture de l'ADN est une opération très complexe. En fait, nous ne lisons même pas l'intégralité d'un gène. Nous n'en lisons que des portions appelées introns et exons. Les exons sont transportés, traduits et transportés à l'extérieur. Ensuite, une usine très complexe, composée de robots, applique l'information contenue dans le gène, c'est-à-dire qu'elle la lit. Elle la traduit ensuite en une autre forme de messager, qui passe ensuite dans la cellule et se combine avec la structure que nous appelons un ribosome, qui est une chaîne de montage, une usine. Et cette usine fabrique alors une protéine qui, à son tour, est manipulée et pliée par une autre usine et transportée par un système ferroviaire jusqu'à l'endroit où elle est nécessaire et mise en place. Comment tout cela est-il apparu? Nous n'avons encore rien de tangible. Nous ne faisons que construire quelque chose de tangible. Alors, comment cela a-t-il vu le jour? À vous de me le dire. Vous avez deux possibilités. Le hasard ou la conception, car la sélection naturelle n'opère qu'une fois que l'objet est effectivement présent. C'est ahurissant. Vous voulez voir à quoi cela ressemble? Eh bien, regardons. Voici une vidéo intitulée « Unlocking the Mysteries of Life, The Scientific Case for Intelligent Design » Dévoiler les mystères de la vie, les arguments scientifiques en faveur du dessin intelligent. Vous pouvez l'obtenir à l'arrière, elle est vendue à l'arrière, et vous pouvez voir une animation de ce qui se passe. Grâce à l'animation informatique, nous pouvons entrer dans la cellule pour voir ce système remarquable à l'œuvre. Après avoir pénétré au cœur de la cellule, nous voyons les brins d'ADN étroitement enroulés, qui contiennent les instructions nécessaires à la construction de chaque protéine d'un organisme. Dans un processus connu sous le nom de transcription, une machine moléculaire déroule d'abord une section de l'hélice d'ADN pour exposer les instructions génétiques nécessaires à l'assemblage d'une molécule de protéines spécifique. Une autre machine copie ensuite ces instructions pour former une molécule appelée ARN messager. Lorsque la transcription est terminée, le mince brin d'ARN transporte l'information génétique à travers le complexe du port nucléaire. Il s'agit du gardien du trafic entrant et sortant du noyau cellulaire. Le brin d'ARN messager est dirigé vers une usine moléculaire en deux parties, appelée ribosome. Après s'être solidement fixé, le processus de traduction commence. À l'intérieur du ribosome, une chaîne d'assemblage moléculaire construit une chaîne d'acides aminés spécifiquement séquencés. Ces acides aminés sont transportés depuis d'autres parties de la cellule et sont ensuite reliés en chaînes, souvent longues de plusieurs centaines d'unités. Leur disposition séquentielle détermine le type de protéines fabriquées. Lorsque la chaîne est terminée, elle passe du ribosome à une machine en forme de tonneau qui l'aide à se plier dans la forme précise essentielle à sa fonction. Une fois que la chaîne est pliée en protéines, elle est libérée et transportée par une autre machine moléculaire jusqu'à l'endroit exact où elle est nécessaire. Comment en est-on arrivé là? Par hasard ou par dessein? C'est la seule option possible.
il n'y en a pas d'autre. En réalité, ce que vous avez vu dans cette animation est extrêmement simplifié. Si vous considérez ce qui se passe dans une cellule lorsque l'ADN se déploie et les systèmes enzymatiques qui sont nécessaires pour produire cette molécule, c'est époustouflant. Et quand elle passe à travers le pore nucléaire, elle passe avec une telle précision que rien d'autre ne peut entrer ou sortir pendant que cette énorme molécule passe d'un côté à l'autre. Tout est extrêmement précis, avec des symboles de reconnaissance et toutes sortes de structures. Et une seule erreur, et vous êtes un chou. Et c'est le fruit du hasard ou de la conception, parce que tant que la protéine n'est pas là, la sélection naturelle ne peut pas dire si elle fonctionnera ou non. Toute modification des gènes dans le génotype, pour entraîner des changements dans le phénotype, doit également se produire uniquement par hasard, par le biais de mutations. Prenons l'exemple de mon livre. Si ce livre contient des instructions pour un avion et que je veux maintenant changer les instructions pour obtenir un autre avion, comment ces changements doivent-ils s'opérer ici? Par hasard? C'est bien cela. Vous l'avez compris. Par hasard. Ou par design. L'un des deux. Parfois, vous obtenez des types de mutations de base, des mutations ponctuelles, des mutations chromosomiques. Les mutations ponctuelles impliquent une chaîne ou un changement dans une seule paire de nucléotides, qu'il s'agisse de substitution, de base, d'ajout, de suppression, etc. Nous avons déjà dit que le code ADN est un code triple. Disons que vous avez ajouté de la guanine, de la thymine, de la guanine, de la cytosine, de l'adénine, etc. Tout au long de la ligne, il y a 4 nucléotides. Et disons que vous en avez supprimé un. Vous en enlevez un. Au lieu d'avoir, vous auriez et cela signifie que l'ensemble du message à partir du deuxième serait modifié. Qu'est-ce que cela signifie? Simplifions les choses. Utilisons un code à 3 lettres. En anglais, the cat and the hat. Je vais supprimer le C et ma phrase sera alors Cela signifie que cette mutation aurait transformé le reste de l'information génétique en déchets. Est-ce exact? C'est pourquoi les mutations sont généralement néfastes, incroyablement néfastes. Il ne s'agit pas d'une mutation, il est juste là pour faire joli. Mais la complexité des caractéristiques de conception de cette créature laisse pantois. Et existe-t-il une mutation utile? La science vous dira que oui. Elle citera l'anémie falciforme et dira qu'elle est utile. Si vous êtes atteint de cette maladie et que vous vivez dans un pays où sévit le paludisme, le parasite du paludisme ne peut pas pénétrer dans ce globule rouge drépanocytaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas contracter le paludisme aussi facilement que d'autres personnes. Et voilà, c'est positif. Je sais que ce n'est pas positif. Une personne atteinte d'anémie drépanocytaire est plutôt malade. Il est très malade, donc ce n'est pas du tout une mutation positive. Il se trouve simplement qu'en cas de paludisme, il sera légèrement moins malade que celui qui a le paludisme, mais il est toujours malade. Il n'y a donc pas de véritable mutation positive. Imaginez maintenant la première petite cellule qui voit le jour. Par hasard, c'est très improbable. Les molécules, elles, ne seraient pas apparues par hasard dans des circonstances différentes. Et même si elles l'avaient fait, auraient-elles donné naissance à la vie? C'est très improbable. Il faudrait imaginer Boom Little House, Boom Little House, des milliers de fois. Et il faudrait vraiment y croire parce que le hasard ou la conception sont les seules options possibles à ce niveau. Et puis, disons que par hasard, malgré tout cela, une cellule est apparue d'une manière ou d'une autre. De combien de cellules sommes-nous constitués? Des milliers. Et elles sont toutes différentes. Comment expliquer qu'une petite créature unicellulaire ait évolué jusqu'à donner naissance à un organisme multicellulaire? Un scientifique allemand du nom de Haeckel est venu nous dire que ce n'était pas si difficile.
Voici ce qui s'est passé. Une cellule est apparue, et lorsqu'elle s'est divisée, c'est une autre paire de manches. Comment s'est-elle divisée? Mais, restons-en là. Elle s'est divisée d'une manière ou d'une autre. Les cellules se sont collées les unes aux autres, et ont fini par former une boule de cellules. Et finalement, cette structure s'est déplacée. Comment s'est-elle déplacée? Comment les structures se sont-elles déplacées? C'est une autre histoire. Laissons cela de côté. Disons qu'une bosse s'est formée et qu'elle a fini par ressembler à ceci. Et finalement, la bosse a traversé toute la surface. Vous obtenez ainsi le schéma corporel de base de tout organisme vivant multicellulaire. Comme nous, par exemple, nous ressemblons à ceci avec une bosse tout le long du corps. Nous avons un tube qui traverse tout le corps, n'est-ce pas? L'une des ouvertures est celle par laquelle les choses entrent, et l'autre, vous pouvez l'imaginer. C'est le plan de base du corps. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si une cellule se divise, qu'elle possède des informations génétiques et qu'elle se recolle, les deux cellules auront les mêmes informations génétiques, n'est-ce pas? Et si elle se divise à nouveau, elle aura toujours la même information génétique. Et si elle se divise et forme une boule, toutes les cellules auront la même information génétique. Et peu importe le nombre de fois que vous la divisez, elle aura la même information génétique. Selon Haeckel, l'évolution des animaux montre que c'est ce qui s'est passé, car les embryons des différents animaux se ressemblent. Bien sûr, ils ne vous disent pas qu'il a vraiment triché dans ce processus et qu'il a même été réprimandé au plus haut niveau à cause de cela. Comment expliquer alors cet exploit étonnant d'une mutation qui change les cellules? Je peux supposer qu'une mutation peut changer la forme d'une cellule en quelque chose d'autre. Disons que ce soit possible, mais que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons développer des cellules différentes. Prenons par exemple deux cellules. Une cellule musculaire et une cellule nerveuse. Deux cellules très différentes. Existaient-elles au début, oui ou non? Supposons qu'un petit blob de protoplasme se mette fortuitement à faire bloup, bloup, bloup dans l'océan. Y aurait-il eu une cellule musculaire et une cellule nerveuse? Oui ou non? Non. Cela aurait été une innovation ultérieure, n'est-ce pas? Comment la cellule musculaire et la cellule nerveuse ont-elles obtenu leur information génétique? Une cellule musculaire doit avoir des gènes qui lui disent qu'elle est une cellule musculaire. Et une cellule nerveuse doit avoir des gènes qui disent que vous êtes une cellule nerveuse. Est-ce que cela a un sens? D'accord, mais rien de tout cela n'existait au début. Mais disons que la première cellule ressemblait à ceci. Cela pourrait expliquer cette forme, mais pas la suivante. D'où vient cette nouvelle forme? Ce dont nous avons besoin, c'est d'un nouveau gène qui nous dise « Bonjour, vous êtes maintenant une cellule nerveuse ». Est-ce que cela a un sens? Mais ce n'est pas suffisant. Si j'ai une cellule nerveuse dans mon corps et une cellule musculaire dans mon bras, en quoi cela m'aiderait-il si les deux ne se parlaient jamais? Cela m'aiderait-il? Non. Cela m'aiderait-il si j'avais des cellules musculaires et des cellules nerveuses mélangées dans mon corps? Oui ou non? Bien sûr que non. Où dois-je placer mes cellules nerveuses? Eh bien, je les veux au bon endroit. Par exemple, si vous voulez étudier, il serait très utile de les avoir toutes ici, n'est-ce pas? Et si vous voulez ramasser quelque chose, il serait plutôt inutile de le faire avec une cellule cérébrale. Vous voulez donc que vos cellules musculaires soient en bas, n'est-ce pas? Ok, alors comment puis-je dire à la cellule que les gènes du muscle doivent être activés ici et que les gènes du cerveau doivent être activés là-bas? Comment puis-je dire à mon cerveau cela ou à mon muscle cela? Eh bien, j'ai besoin d'un interrupteur. J'ai besoin d'un interrupteur si j'ai deux lumières, une là-bas et une autre là-bas, et que je veux que celle-ci soit allumée et que celle-là soit éteinte, ou que celle-ci soit allumée et que celle-là soit éteinte. Combien d'interrupteurs dois-je avoir à l'arrière? 2. C'est exact. Maintenant, j'ai besoin d'un interrupteur parce que j'ai deux cellules, mais les cellules d'origine n'avaient pas deux types de cellules, donc elles n'avaient pas besoin d'interrupteur. J'ai donc une question à poser. D'où vient le gène supplémentaire? C'est le génotype. Comment est-il apparu? Deux possibilités s'offrent à vous, le hasard ou la conception. Alors, boum, Little House. D'où vient l'interrupteur? En fait, vous avez besoin de deux interrupteurs. D'où viennent-ils? Boum, petite maison. Boum, petite maison. C'est de là qu'ils sont venus.
C'est ce qu'il faut croire. Il n'y a pas d'autre choix, aucun autre choix. Et ce mécanisme extrêmement complexe d'activation et de désactivation des gènes doit être le fruit du hasard ou d'une conception. Mais cela ne suffit pas. Vous avez besoin d'un gène qui dit que vous ressemblez à ceci, vous avez besoin d'un gène qui dit que vous ressemblez à ceci, et d'un gène qui dit que vous ressemblez à cela. Cela fait 2 gènes. Vous avez besoin d'un gène qui dit que vous êtes allumé et que vous êtes allumé. Ces 2 autres gènes, ce sont les interrupteurs. Ce n'est pas suffisant. Vous avez également besoin de gènes pour contrôler la physiologie afin que celui-ci fonctionne différemment de celui-là. Et vous avez besoin de gènes contrôlant l'embryologie pour qu'ils fonctionnent ensemble. Mais d'où viennent ces gènes ? C'est le génotype. La sélection naturelle ne fonctionne pas tant que cette chose n'existe pas réellement. Boum, petite maison, boum, petite maison, boum, petite maison. Pendant une semaine, vous devez dire cela. Il faut beaucoup de foi pour y croire.